Les nouveaux rebondissements du projet Inga ne cessent de susciter des réactions au sein de la société civile congolaise. Depuis 2013, plusieurs protocoles d'accord ont été conclus sur Inga sans connaître un début de mise en œuvre. Aujourd'hui, par le biais de l'Agence pour le développement du projet Grand Inga ADEPI, la République démocratique du Congo venait de signer un autre accord avec National Oilfield Services Limited en remplacement du groupe Fortescue Future Industries, signataire d'un protocole similaire en 2020. Compte tenu de ces rebondissements, le Centre congolais pour les droits du développement durable, CODED, a organisé vendredi 9 août 2024 à Silicon Village un atelier d'information sur le nouveau contexte du projet Inga à l'endroit des journalistes et des membres de la société civile. L'activité avait son pesant d'or, compte tenu des grands enjeux que présente le projet Inga, non seulement pour la RDC, mais aussi et surtout pour les continents africains. Le secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique CORAP l'a souligné au cours de son intervention sur l'évolution du projet Grand Inga face aux problèmes de vision. Emmanuel Moussouyou a indiqué que plusieurs accords ont été signés dans le cadre de ce projet, mais qui n'ont jamais connu un début d'exécution et n'ont jamais été respectés. Sans vision claire, rien ne pourra se réaliser avec Inga, a conclu le secrétaire exécutif de la CORAP. Pour la première fois, la RDC avait construit une vision justement sur le Grand Inga. Cette vision était couchée dans ce qu'on appelait la lettre de politique du projet Inga. Une lettre qui était signée par le Premier ministre, à l'époque, Matata Ponyo, en réponse justement à la pression de la Banque mondiale, qui disait que voilà, il y a eu plusieurs préoccupations de la société civile et des acteurs. Il faut que vous puissiez clarifier, notamment la question de la clé de répartition, aussi la question, n'est-ce pas, de la gestion même de ce projet-là, comment ça devait se faire. Et à l'époque, dans cette lettre, il était même clairement défini que la société civile devait participer au conseil d'administration, je pense, de l'ADEPI. Il y avait tout un processus de sélection du développeur qui était mis en place, un processus qui devait normalement être rigoureux, qui avait, n'est-ce pas, suivi plusieurs étapes pour en arriver à la sélection du développeur qui était le mieux qualifié. Mais après le départ de la Banque mondiale, justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de controverses, même dans le processus de sélection du développeur. La signature de tous ces accords non mis en œuvre est un danger pour la République du fait qu'il y a des conséquences juridiques et économiques y afférentes, a fait remarquer le président du CODED. Pour Maître Eric Kassongo, faute d'un règlement à l'amiable, ce sont des tribunaux étrangers qui vont trancher, à l'instar du tribunal arbitral de Paris. La réflexion que nous avons faite, c'est que c'est quand même pas normal que sur un seul projet, on ait autant d'arrangements et qui peuvent avoir des conséquences juridiques pour le pays. Il faut dire que nous avons de la chance que ces investisseurs-là n'ont pas encore été saisir ces instances arbitrales pour demander à être dédommagés par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme investissement. Je ne suis pas en train de parler comme quelqu'un qui défend les investisseurs. Mais soyons clairs sur ce point. Je suis en train de voir les conséquences néfastes par rapport à la RDC en tant que gouvernement, par rapport aux engagements qu'il prend. Parce que si demain, nous sommes condamnés à payer de l'argent, c'est chacun de nous ici qui allons le sentir dans notre poche, parce que le gouvernement serait obligé de rembourser, de payer de l'argent pour dédommager un investisseur pour avoir conclu des contrats avec lui et ne les avoir pas respectés sur le terrain. Donc c'est là toute la préoccupation. Au-delà du fait que nous sommes intéressés dans la manière dont ce projet-là peut être gouverné, il y a aussi ces conséquences-là. Parce que comme je le dis, les gouvernements congolais ne se tournent pas seulement vers d'autres investisseurs, mais ils ne prennent pas soin de rompre le contrat qui était signé précédemment. Donc tous ces contrats-là sont comme des plaies béantes ouvertes dont on ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir demain sur le gouvernement congolais si les investisseurs décidaient d'aller en justice. Cette activité trouve son fondement dans le fait que la réalisation de ces projets Inga, qui coûterait beaucoup d'argent, peut occasionner des dégâts écologiques et sociaux considérables,
une destruction probable des activités agricoles et de pêche au bord du fleuve Congo. D'où la nécessité pour les CODED d'informer les parties prenantes du nouveau contexte du projet INGA. Le projet INGA n'a pas de vision. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est clairement ça. N'a pas de vision. À chaque fois que vous parlez des INGA, vous entendez parler des INGA, c'est un investisseur qui vient, qui propose son scénario. Le premier vient et dit je vais construire 4800 MW. Le deuxième vient et dit je vais construire 11 050 MW. Le troisième vient, je vais construire entre 40 000 et 70 000 MW. Et le tout récent, il veut construire 7 000 MW. C'est eux qui viennent. Nous-mêmes, on ne sait pas combien on veut produire. C'est une question éminemment importante. La ressource énergétique, c'est du pétrole. C'est une manne autant importante que le cobalt, les diamants, le cuivre, ainsi de suite. Il faut construire une stratégie, une vision autour du développement de ces ressources-là. Cette vision-là doit être construite avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire faire une programmation du développement de nos ressources selon la vision que nous définissons sur comment nous voulons aller. C'est aussi simple que ça. Vous avez une ressource que vous voulez développer pour donner de la prospérité à votre pays, pour accroître vos ressources, pour donner de l'énergie à votre pays, eh bien, planifiez son développement. Ne laissez pas un étranger venir vous dire ce qu'il veut faire de votre ressource, de votre énergie. Le chercheur et stratège Al Kitenge a souligné que le problème de la rupture de la Convention relative au développement d'industries vertes substantielles en RDC avec Fortescue Future Industries est celui d'une communication rompue par la partie congolaise. Toutefois, le groupe FFI est toujours disposé à renouer le dialogue avec le gouvernement congolais pour réaliser le gigantesque projet Grand Inga dans toutes ses phases destiné à la production d'hydrogène vert, une énergie propre. Avant que ça ne contribue à l'intégration énergétique régionale et continentale, je souhaiterais beaucoup que le Grand Inga, comme les autres sources d'énergie en RDC, travaille au développement industriel de la RDC. Et aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'en plus du fait que nous pouvons être en mesure de vendre de l'électricité, ce que je vous souhaite le moins, nous sommes en mesure de stocker l'énergie. L'hydrogène est une opportunité incroyable. Le monde entier se dote de stratégies hydrogène et c'est juste étonnant que jusqu'aujourd'hui, nous n'ayons pas notre stratégie hydrogène. Et je crois qu'avant de penser à développer les autres, nous devrions être en mesure de penser à nous développer nous-mêmes. Nous sommes à un niveau très très faible de consommation d'énergie par tête d'habitant. L'Afrique du Sud, qui est le pays auquel nous pensons envoyer de l'énergie, aujourd'hui consomme 10 fois plus d'énergie par tête d'habitant que nous. Donc ce n'est pas à nous de leur envoyer de l'électricité. Théoriquement, c'est eux qui devaient nous envoyer de l'électricité si nous étions un peu logiques avec nous-mêmes. Quelle forme d'énergie pour un développement durable de la RDC lutte contre le changement climatique oblige? Nous avons beaucoup de chance, nous, la RDC, c'est que 90% et plus de notre énergie est propre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même défi que les autres. Ça sous-entend qu'en fait, si nous faisons des investissements intensifs, et je vous le disais que de mon point de vue, l'énergie étant une ressource qui booste l'économie, nous devons être en mesure d'investir sur des petits, des moyens et des grands projets. Les Congolais devraient être les premiers investisseurs. Il y a plusieurs mécanismes de captation de l'énergie. L'un des mécanismes les plus simples, c'est l'argent qui est à la CNSS, qui nous appartient, qui appartient à tous les travailleurs, devrait être investi dans des programmes structurants. À côté de ça, nous avons la CNSAP, qui est en fait l'équivalent de la CNSS, mais pour les fonctionnaires de l'État. À côté de ça, nous avons tous les dépôts qu'il y a ici, qu'il faut être en mesure de canaliser avant de regarder l'argent à l'extérieur. Et quand on commence à regarder l'argent à l'extérieur, je voudrais juste vous dire que nous avons ici la diaspora qui nous envoie près de 1,2 milliard de dollars chaque année. Et ça, c'est de l'argent qui rentre ici dans le social et qui ne sert absolument à rien. La même diaspora peut être mobilisée en même temps que les citoyens qui sont sur le territoire pour être en mesure de lever 2-3 milliards de dollars par année. C'est largement suffisant pour être en mesure de faire les projets que nous avons. Il faut juste qu'on réfléchisse. L'énergie étant au cœur du développement, le gouvernement congolais est appelé à mettre sur pied une vision claire afin de réaliser tant les grands que les petits projets d'infrastructures énergétiques capables de faciliter le développement du pays en tenant compte bien sûr des impacts environnementaux qu'il faut minimiser. Une planification efficace, une diversification du mix énergétique congolais sont entre autres les aspects sur lesquels le gouvernement doit se pencher.